Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast Histoire d'un soir, un podcast où on fait de l'histoire, un jeudi soir sur deux. Cette semaine au podcast, j'ai la chance de recevoir Laurent Turcot, qui est professeur d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières et YouTuber pour sa chaîne L'Histoire nous le dira. Monsieur Turcot est spécialisé en histoire canadienne et européenne du 16e au 20e siècle. Il approche son objet sous l'angle de l'histoire sociale et de l'histoire culturelle. Principalement, il étudie les sociabilités qui entourent notamment les loisirs et les sports sous l'Ancien Régime. Il est également titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire des loisirs et des divertissements et il intervient régulièrement dans les médias, que ce soit par le biais de la presse écrite, de la télévision ou même du balado. Et je me permets même de croire que Laurent Turcot est peut-être venu plus souvent au Studio SF. Monsieur Turcot est présentement l'historien le plus influent et le plus médiatisé du Québec. Ça peut avoir l'air gros dit comme ça, là, mais en tout cas, moi, Sven, 2021, je l'assume. Oui, je pense pas, mais je l'assume moi. C'est gentil. Parce qu'à l'heure du numérique, un historien qui est créateur de contenu, ça passe pas inaperçu puis ça fait son effet. T'sais. Fait que, afin de comprendre l'ampleur du phénomène Turcot, je me suis amusée à regarder le nombre d'abonnés de quelques personnalités québécoises aux sources d'informations qui ont des chaînes YouTube. Le but, c'est vraiment pas de comparer les chaînes entre elles, mais c'est surtout pour avoir un aperçu puis pour donner des points de repère pour comprendre l'importance de la chaîne L'Histoire nous le dira aux personnes qui la connaissent un peu moins. Par exemple, Lisanne Nadeau, qui est une personnalité très connue au Québec, a 426 000 abonnés sur YouTube. La chaîne Radio-Canada Info en a 398 000. L'entrepreneur Elisabeth Rio en a 274 000 et la chaîne France Culture en a 280 000. Quant à lui, Laurent Turcot et sa chaîne L'Histoire nous le dira en a 310 000. C'est pas fautif d'affirmer que Laurent Turcot est devenu avec les années un historien influenceur. Donc sur ce, je vous laisse une belle discussion et je vous dis bon podcast. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on boit un Éthiopien qui vient du Café Nectar, qui sont installés à Québec, dans le coin de Limoilou-Saint-Roch. C'est un petit café quand même le fun, avec des notes de jasmin, poire aussi, qui ressortent beaucoup à l'intérieur. Ce qui est fun avec les cafés Nectar, c'est que c'est des cafés qui ont plus de corps en général. Donc, comparé à beaucoup de cafés de troisième vague, on a un café qui est quand même beaucoup plus rond en bouche. Fait que je vais vous laisser déguster ça. Ce qui est le fun aussi avec les cafés éthiopiens, un petit fun fact d'ailleurs, c'est que l'Éthiopie, c'est vraiment le berceau, dans le fond, du café. C'est là que les premiers, qu'on voit à peu près les premières preuves de la consommation du café. Dès les années 1600, en fait, ils exportaient déjà. Puis c'est comme ça que ça a fait le tour un peu en Afrique, entre autres, où est-ce qu'on a commencé à planter, où on a commencé à avoir justement des pousses. Mais avant que le café prenne vraiment l'ampleur mondiale que ça a été, ça a pris quand même quasiment 200 ans. Fait que les années 1800 avant que le café finisse par être exporté un peu plus loin dans le monde. Donc, sur ce, je vous sers ça, puis bonne dégustation. Merci. Le Nectar, qui est un café de Québec, étant originaire de la ville de Québec, j'ai été souvent étudiée là. Moi, quand j'étais à Québec, je me souviens plus. Nous, on allait surtout au Krieghoff, au Temps perdu, et beaucoup trop au pub de l'Université Laval. C'est ça. C'est ça. Jérémy et moi, on s'est rencontrés au département du CAM. C'est le bar étudiant. Tu sais, c'est comme les repères. Là. Ça fait des vies. Ouais, c'est ça. Ça, et c'est voilà, pour Catherine. Pour Catherine. Ouais, fait qu'il y a les succursales dans Limoilou-Saint-Roch à ne pas manquer. On les salue. Et voilà le lait si jamais vous en voulez. Merci. Merci. Sur ça, je vous dis bonne discussion. Merci. Il est dur à ouvrir. Merci. OK.
Première question. Est-ce que, tout d'abord, tu pourrais nous faire un petit historique de ton parcours d'historien? C'est quoi les formations que tu as reçues? Avec qui? Dans quels établissements? C'est assez classique comme formation, ce que j'ai eu. C'est sans remonter jusqu'à Mathusalem, là, c'est-à-dire l'école secondaire. J'ai tout fait au public. OK. Puis, en fait, c'est à l'Université Laval que je me suis, disons, défini comme historien. J'ai fait mon bac à l'Université Laval. Puis à cet endroit-là, j'avais envie de plus. J'aimais ça, l'histoire, mais il manquait quelque chose qui fatiguait en moi. Puis j'ai décidé de fonder une troupe de théâtre qui s'est appelée la troupe des Menus Plaisirs. Vous irez googler, il y a une image de moi bien humiliante, déguisée en Figaro, 18e. Puis j'ai fondé la troupe, puis il y avait des étudiants et des profs. Et les profs avaient les rôles secondaires et les étudiants avaient les rôles, bien sûr, principaux. Moi, je m'étais donné la mise en scène, le premier rôle, et j'avais fondé la troupe. Ça allait bien dans mon ego à ce moment-là. Puis, tu vois, après ça, j'ai fait une maîtrise. En fait, je voulais faire ma maîtrise en France. C'était un peu compliqué. Donc, il y a un prof que j'avais adoré, qui était très confrontante, mais quand je dis confrontante sur la méthode. C'est-à-dire, si tu n'avais pas de preuves, tu ne pouvais pas le dire. Un peu marqué à la néopositiviste. C'est-à-dire, c'est une science historique et si tu n'as pas les archives ou l'analyse mise en place avec des archives, ça ne sert à rien. C'était Claire Dolan. Okay. Puis j'ai décidé, et est à la retraite maintenant, je la salue si elle m'écoute. J'ai souvent parlé d'elle, donc c'est pas la première fois. J'ai fait ma maîtrise à Claire Dolan, mais il y avait une historienne, j'ai fait mon parcours avec des femmes. Il y avait une historienne que j'admirais en France, c'était Arlette Farge. Un peu Sabine Azéma, l'actrice avec une voix sur le souffle comme ça, qu'on entendait à France Culture. Alors aujourd'hui, nous allons parler. Mais tu sais, moi qui est très expansif, des fois, tu trouves un peu l'envers de ce qui te nourrit. Autant Claire Dolan avait une démarche très frontale, très assumée, on prend de l'espace. Autant avec Arlette Farge, c'était l'inverse. Tout est en demi-teinte, mais très assuré avec une langue, un phrasé, puis une manière de raconter l'histoire qui me touchait, qui était celle de l'histoire des sensibilités, l'histoire des sentiments, l'histoire du peuple. Pas l'histoire diplomatique ou l'histoire politique, quoiqu'elle soit très intéressante, mais c'était pas ça qui me touchait, moi. Et je suis parti faire mon mémoire de maîtrise avec Claire Dolan, mais en ayant en tête que Arlette Farge allait m'aider. Et j'ai fait ça sur les théâtres de boulevard à Paris au 18e siècle, à la suite de quoi j'ai décidé de me lancer au doctorat à l'École des hautes études en sciences sociales. Puis ma mère étant française, je n'avais pas besoin de faire de co-tutelle, donc je l'ai fait comme français là-bas. Puis j'ai terminé ma thèse de doctorat en 2005, qui est devenue un livre après ça, publié chez Gallimard. Qui est juste rappelé le titre. Le promeneur à Paris au 18e siècle. D'ailleurs, il y a une vidéo que je vais sortir directement tirée de ma thèse pour expliquer aux gens c'est quoi une thèse. Puis oui, il y a des trucs qui sont intéressants et qui peuvent comprendre. Effectivement. Puis sinon, c'est ça, lors de ta jeunesse et tes études, c'était qui tes idoles? Tu sais, on a parlé de Arlette Farge. Puis les personnes qui t'inspiraient, qui te donnaient vraiment un gros modèle à suivre pour ta carrière, pas juste des historiens. Là. Ben, tu sais, c'est un peu un classique. C'est dans ta famille que tu vas le chercher. Il y a toujours un moment de définition. Puis moi, mon grand-père, qui était prof à l'Université Laval en linguistique, qui avait écrit une grande étude sur le parler français au Canada de l'Est, puis il en avait fait après ça un dictionnaire chez Larousse sur les canadianismes, donc toutes les variations langagières propres au Canada français. On lui avait d'ailleurs beaucoup reproché de ne pas utiliser Québec, mais lui, dans sa tête, il n'y avait pas juste des francophones au Québec, il y en a un peu ailleurs. C'était à quelle époque, ça? Là, on parle des années, fin des années 80, mais il a surtout œuvré entre les années 60 et 70. Okay. Il a travaillé avec Albert Dauzat de la Sorbonne. C'est un chartiste aussi, pour ceux qui ça dit quelque chose. Ça veut dire qu'ils savent parler allemand, latin, grec, ce que je ne maîtrise absolument pas, mais lui maîtrisait. Et quand j'étais malade, souvent, ma mère ne pouvait pas me garder parce qu'elle était prof. Et quand elle pouvait m'amener au cégep, elle était prof de biologie, elle m'amenait dans ses cours. Et quand ça marchait pas, c'était mon grand-père. Puis je me souviens qu'une fois, mon grand-père m'avait amené à l'Université Laval, au pavillon de Coningue, où j'ai ensuite étudié. Et je me rappelais, il y avait une voix de stentor. Tu sais, une voix qui emplissait tout d'un coup. Puis il y a l'espèce d'énorme amphithéâtre qui est le 0B à l'Université Laval. Puis lui se faisait toujours un devoir de ne pas prendre de micro. Donc moi, j'ai voulu toujours avoir cette voix que j'avais pas. Mais, tu vois, ça reste un modèle très, très fort. Puis est-ce que dans tes cours maintenant, moi, je t'ai jamais vu comme professeur, mais est-ce que dans tes cours maintenant, c'est quelque chose que
que tu essaies de développer ta voix, d'avoir la voix qui porte, toutes ces choses-là? Je sais. Les cours sont plus petits dans un premier temps. Ouais. Tu sais, j'enseigne plus à 200-300 étudiants. Ok. Il y a moins d'étudiants en histoire. Je pense pas dire quelque chose de neuf ici. Mais ça évolue avec le temps, l'enseignement. Tu sais, la manière dont toi, tu approches la chose. Dans les premiers temps, quand je préparais mes cours, j'avais des notes de cours que je suivais avec mes plans de manière très, très, très solide. Puis plus ça avance, plus tu te laisses des espèces d'espaces de liberté où tout d'un coup, ta réflexion commence à galoper à la mesure de ton discours. Puis ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun parce que tu amènes les étudiants dans une réflexion brute qui peut amener dans un cul-de-sac. Ça arrive parfois, puis tu dis « Hey, excusez-moi, je me suis trompé. Ça ne marche pas, cette histoire-là. On revient. » Puis on repart. Tu vois, donc, oui, ça m'inspire, mais tous les maîtres qu'on a eus, quand je dis les maîtres, c'est souvent les directeurs, dans mon cas, des directrices de thèse et de maîtrise, où est-ce que tu as une espèce de voix intérieure qui dit « Ça marche pas ce que tu fais, Laurent. Non, reviens par ici. C'est quoi ta source? Sur quoi tu te bases? » Fait que c'est un peu l'arsenal, disons, sur lequel je me base. Intéressant. Puis, écoute, j'ai envie de complètement laisser tomber le questionnaire. Puis juste Vas-y. J'écoutais ce matin, je pense que c'était justement dans la conférence Les historiens par eux-mêmes, Oui, où tu parlais du rapport de la créativité oui. de l'historien dans sa pratique. Je serais curieuse de savoir où est-ce que tes réflexions, où est-ce que tu en es maintenant, quand que tu statuais que l'histoire était une science, mais que c'était aussi un art. Oui, c'est un art, parce que c'est un art de l'écriture, c'est un art de la réflexion, de la philosophie, c'est un art de la rhétorique aussi, tu sais, de penser que simplement l'historien va entrer dans une banque d'archives et va en sortir du sens. C'est un peu absolu comme idée, mais c'est un peu faux aussi, je pense. Puis quand tu arrives avec des gens qui ont vécu, qui sont morts, qui ont eu des drames, tu fais des sélections. Puis les choix que tu fais vont influencer beaucoup l'angle que tu vas avoir. Ce que je veux dire par là, je ne dis pas qu'on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui, simplement c'est qu'on en est marqué par les hommes et les femmes du passé qui laissent une trace en nous. Puis la part de création, c'est la part de mise en récit. Tu sais, c'est Paul Ricoeur qui racontait beaucoup que l'histoire, oui, certes, c'est une science, mais il y a une mise en récit. Puis les anglo-saxons l'assument beaucoup plus que nous, je trouve, dans cette espèce de récit très impressionniste. Puis c'est comme ça que plusieurs de mes collègues anglo-saxons, bien surtout britanniques, qualifient leurs livres de livres impressionnistes. Ils vont saisir l'histoire et voir comment ils vont travailler à travers ça. Puis ils se racontent aussi, pour ne pas citer un autre auteur, Yvan Jablonka, qui lui implique carrément le jeu. Puis il y a toute une tendance en ce moment en histoire, un très beau livre d'Enzo Traverso, il raconte comment l'historien peut parler au jeu, alors qu'il n'était pas là. Alors que le jeu trafique carrément le regard qu'il peut avoir sur le passé. Mais pourtant, ça donne quelque chose de beaucoup plus sensible. Pas nécessairement sensé, mais sensible. Puis tu sais, une des fonctions de l'historien puis de l'historienne, je pense, c'est de réduire la distance entre le temps passé et le temps actuel pour être capable de, non pas comprendre, mais ressentir. Puis si tu arrives à ressentir déjà là, tu as une plus grande propension à te décentrer. Puis ça, c'est le grand problème de certains qui font de l'histoire ou certains qui pensent faire de l'histoire, c'est qu'ils jugent le passé à l'aune du présent. Pas de décentrement, un jugement sur le passé et pas de compréhension. Puis comment tu fais pour éviter ça? Bien justement, lire, rentrer dans le passé, se laisser toucher par lui. Puis ça, c'est carrément une forme d'art, de création. Mais quand je dis création, il ne faut pas l'entendre dans le sens l'histoire est une littérature particulière comme une autre. Absolument pas. Il y a des faits, il y a des choses qui se sont passées. Puis en croisant les sources du passé, tu arrives à en révéler certains des faits avec des interprétations qui sont changeantes parfois, mais les faits demeurent. Je pense pas que l'histoire n'a été écrite que par les vaincus. Les vainqueurs, pardon. C'est Patrick Boucheron qui disait aussi dernièrement, il dit, c'est un peu faux cette histoire-là. Pourquoi? Parce que sinon, il n'y aurait pas de récits parallèles. Et il y a des récits parallèles des gens qui ont été oppressés. Si, par exemple, au Québec, ce n'était que les vainqueurs qui avaient écrit l'histoire, on ne parlerait pas de la rébellion des Patriotes, on ne parlerait pas du FLQ, on ne parlerait pas de la crise de la conscription de 1917 au Québec. Pourtant, ça peut être vu comme des défaites du point de vue de la nation québécoise, et pourtant, on la raconte quand même. Donc, c'est des histoires qui sont en confrontation les unes les autres, et c'est pas aussi simple qu'on veut nous le faire croire. J'ai une question pour toi. Je réfléchis beaucoup, puis j'écoute, puis tu parles de... Admettons, bon, il y a l'objet, Oui. il y a l'historien,
Puis toi, ce que tu dis, c'est il faut se rapprocher le plus possible de l'objet, puis être sensible, être en ouverture, développer carrément son empathie. Dans ma vie personnelle, ça a été un problème. Qu'est-ce que tu fais quand tu es trop sensible par rapport à ce que tu lis? Ah ben c'est ça le problème. En même temps, tu as deux choix. Soit tu l'assumes complètement, Oui. soit au contraire, tu mets des murs par feu. Mais tu n'as pas le choix de mettre des murs par feu, de toute façon. Ouais. Parce que si ça n'est que toi qui parles à travers ça, fais un roman historique, ce qui est tout à fait acceptable, 100%. mais c'est pas nécessairement le travail critique historien auquel on va s'attendre. Mais encore une fois, ça, c'est pour la communauté des historiens et des historiennes qui se constituent, voulant que le savoir est cumulatif, permet d'avoir une vision plus ouverte, plus diverse, plus complexe aussi. Puis c'est ça la grande difficulté avec toute chose intellectuelle. On pose une question simple et la réponse est souvent complexe. Tu sais, c'est Coluche qui disait « Posez une question à un philosophe, quand il va avoir fini de vous répondre, vous ne comprendrez plus votre question. » C'est quand même pas ça le but de l'historien. Mais tu sais, quand on dit, par exemple, les Britanniques ont oppressé les Canadiens français pendant 250 ans, l'historien va arriver, il va dire, c'est plus complexe que ça. Il y a des gens qui ont participé, il y a des gens qui faisaient des pare-feux, il y en a d'autres qui, au contraire, se sont opposés. Mais tu sais, c'est que la simplification outrancière dessert le propos. Puis d'armer l'histoire pour en faire un acte militant de simplification, c'est ne pas faire un travail d'historien et d'historienne, selon moi. 100%. Puis en ce moment, c'est les grands débats parce qu'on se dit, est-ce que l'histoire est un champ de bataille? Il l'a toujours été. Mais est-ce qu'en détruisant des statues, par exemple, on efface l'histoire? Absolument pas. On fait l'histoire. C'est l'histoire qui se constitue et qui détruit un acte mémoriel. Mais prenons l'exemple de McDonald's. C'est pas parce qu'on détruit la statue de McDonald's que tous les livres d'histoire sur McDonald's vont disparaître. L'histoire, la pratique, l'enquête historique va se poursuivre. Mais, en tant que société, on se dit, ce gars-là, ce qu'il a fait, c'est odieux. On n'a plus envie de fêter ce genre de personnage, ce qui est tout à fait légitime. C'est pour ça qu'il y en a qui crient à la javelisation de l'histoire. J'ai surtout envie de leur dire, prenez des cours d'histoire, mais d'épistémologie de l'histoire, comment se constitue de la philosophie de l'histoire. Puis c'est là qu'on en arrive à une posture beaucoup plus complexe. Mais il y en a qui vont dire, oui, mais c'est un monument patrimonial. Ça devient intéressant. On apporte une autre couche de complexité. Qui est quasiment plus matériel. Oui, qui est du matériel, qui est de l'architecture, qui est du souvenir, qui est de la mémoire, mais qui n'est pas de l'histoire. Puis c'est là que la distinction est compliquée. Puis c'est pour ça que des fois, le fait de ne pas avoir des historiens et des historiennes dans l'espace public laisse de la place à des chroniqueurs qui simplifient volontairement le propos pour dire, vous voyez, on a été oppressé. Mm-hmm. Qui est le on? À qui s'adresse-t-on? Est-ce que le passé que tu lis n'est pas plutôt un passé rêvé pour servir ta cause politique? Si oui, ce n'est pas de l'histoire. Ce qui m'a fasciné aussi en commençant mes études, c'est voir la distinction, mettons, entre la fameuse École de Québec, l'École de Montréal. Ouais. Même ta localisation dans la province change ton interprétation du récit. Oui, mais ça, c'est parce que c'était des écoles de pensée. On les a appelées École de Québec, École de Montréal, mais on aurait pu nommer les noms Ben oui, qui dirigeaient Trudel, Séguin, etc. Mais au-delà de tout ça, c'est qu'il y en a, puis c'est sain d'avoir des débats. Ouais. Puis c'est sain de concevoir que l'histoire, c'est pas un livre que tu ouvres et que tu lis. Puis si tu arrives à faire comprendre ça au plus grand nombre, ils complexifient déjà le rapport au passé, puis ils se disent « Oh, attends, c'est plus complexe que ça. » Puis si tu arrives à donner le goût du passé, c'est déjà ça de gagner. Tellement. Puis, tantôt, on parlait justement de comment l'historien lui-même est en rapport avec son sujet et tout. Puis, je serais curieuse de savoir, à l'époque de ton doctorat, quel était ton rapport personnel avec la promenade? Ben, assez crucial, je te dirais, parce que mon père a fait son doctorat sur les athlètes et la manière dont les cœurs se développaient en fonction des sports. Il a fait ça, notamment, il y avait un laboratoire mobile aux Olympiques de Montréal en 1976. Ah ouais. Puis je disais toujours, mon père a fait sa thèse en courant, j'ai fait la mienne en marchant. OK. Puis le rapport à la marche a toujours été très déterminant. Tu sais, c'est les mots de Jean-Jacques Rousseau qui disait, là, je paraphrase parce que je me souviens plus par cœur, mais il dit, il faut que
mon corps se met en branle pour y mettre mon esprit. C'est-à-dire, il faut que mon corps bouge, puis là, tout d'un coup, les idées viennent. Puis il y a beaucoup de gens, surtout pendant la pandémie, là, quand on était pognés, on n'était pas bien, allez vous promener. C'est comme si tout d'un coup, ça libérait. Mais cet acte-là de la promenade dans la ville, c'est quelque chose de construit socialement. Si tu regardes, moi, je viens de Sainte-Foy, il n'y a pas de trottoir chez nous, là, sur la rue Clérin. Quand je dis chez nous, c'est chez mes parents. Puis aujourd'hui, sur la rue Berry, où je vis, il y a des trottoirs, puis des gros trottoirs. C'est comme s'il y a un espace de division entre l'espace carrossable pour les voitures et l'espace du piéton. 2 surfaces, 2 vitesses, 2 moyens de transport. Mais plus encore, le déneigement, comment ça fonctionne, la végétation urbaine, qui a déterminé qu'il devait y avoir des trottoirs, comment les gens utilisent ces moments-là, est-ce qu'il y a des heures de la promenade? Donc, tu vois, d'un objet qui semble futile, tout d'un coup, tout se révèle. Puis c'est ça qui me plaît beaucoup dans cette histoire des sensibilités puis de l'histoire, ce que tu as qualifié tout à l'heure d'être empathique par rapport au passé. Puis tu sais, on dit souvent que les questions qui nous habitent aujourd'hui, au 21e siècle, sont des questions qu'on pose au passé. Tu sais, depuis à peu près une dizaine d'années, on parle de l'histoire des trans. Ouais. Ils sont très présents dans l'espace public. Mais là, on se dit, hey, ça a toujours été comme ça? Puis l'historien et l'historienne vont arriver, vont dire, ben oui, il y en a, puis ça fait très longtemps. C'est juste qu'ils ont été voilés, oppressés, mis de côté, enfermés. Mais il y a toute une histoire qui nous explique, qui nous montre comment on a été construit à avoir un regard qui se détournait, qui ne voulait pas voir, ou au contraire, qui les taxait d'anormalité. Puis d'être capable de déconstruire ce regard-là, ça te permet d'appréhender de manière beaucoup plus ouverte ton présent. Mais c'est comme aussi, je pense à l'histoire des femmes. Tu sais, ça implique carrément un autre corpus, que tu y ailles par les enquêtes orales ou que tu ouvres les journaux intimes ou ces choses-là. Tu sais, ça change carrément la source elle-même aussi. Oui, puis chaque source, peut être interrogée de manière différente. Ouais. Tu sais, quand je te disais l'enquête historique, c'est un policier, une policière qui arrive puis qui dit, bon, ben, il s'est passé telle chose. Le 14 juillet 1789, on dit qu'il y a une révolution. On va convoquer des témoins. Fait que là, tu convoques tous les témoins que tu trouves. L'archéologie, les journaux intimes, les peintures, les dessins, tout. Puis là, tu croises à travers tout ça pour en arriver à un sens à donner aux événements. Mais c'est pas une personne. Tu sais, c'est comme si on était, toi et moi, en 3250 en ce moment, puis on décidait de faire l'histoire des années 90, et il ne restait que 2 documents pour l'étudier, les mémoires de Brian Mulroney, puis les mémoires de Jean Chrétien. Puis là, on va se dire, ben non, mais c'est pas assez, on peut pas évaluer. Oui, exactement. Fait que ce rapport-là qu'on a, c'est le rapport qu'il faut que tu aies sur le passé que tu étudies. Si tu lis, par exemple, les mémoires de Lascaz de Napoléon Bonaparte, là, qui a écrit à Sainte-Hélène pour raconter toute l'histoire de l'Empire, puis tu dis, bon, ben voici ce qui s'est passé. Tu dis, ben non, lui, c'est un témoin. Il y a une volonté, puis c'est pas une question d'être subjectif, c'est une question de tanguer les événements pour bien paraître de son côté, puis pour éviter d'avoir cette focale qui est un peu trop, comment dire, axée, ben tu vas le confronter avec d'autres sources qui vont venir parfois invalider, confronter, et c'est là que tout le travail de l'historien et de l'historienne devient intéressant, le plus complexe, mais le plus intéressant. Puis, tu sais, méthodologiquement, là, et puis c'était comme toi-même, admettons, quand tu as pris la décision d'écrire tes romans. Oui. Ça devait vraiment être déstabilisant. Oui, mais c'était aussi un défi à un moment donné parce que, tu sais, tu te dis, sur l'espace public, c'est ce que les gens lisent. Donc, puis on a une certaine tendance à lever le nez sur les romans historiques. Quand je dis les universitaires, beaucoup, c'est pas du tout considéré, c'est pas étudié. C'est considéré comme la littérature populaire qui est une sorte d'arlequin avec du 1700 puis du 1800 puis that's it. Mais je me suis dit, moi, je vais carrément me confronter pour voir qu'est-ce que ça implique comme type de travail. Ouais. C'est là que tu te rends compte que c'est du travail parfois de l'infiniment petit, un travail généalogique, un travail de concordance des actes. Tu sais, un gars qui décide de faire un baisement à une fille, ça se faisait-tu à l'époque? D'envoyer une lettre, est-ce que tu dis « je t'aime pour toujours », est-ce qu'on s'exprimait comme ça? Fait que ça te force à aller chercher des sources qui sont très, très, très diverses, pas nécessairement en corpus, mais au moins pour te donner un ressenti d'une période, avec bien sûr des anachronismes, parce que c'est là tout le plaisir et le bonheur du créateur, des fois, de dire « ben ça va se passer de même, puis ça va être tout ». Parce qu'on n'est pas tenu à la même méthode que les historiens et les historiennes vont avoir. C'est vrai. Il y a quelque chose aussi que je voulais savoir avec toi.
Tu parles beaucoup du jeu vidéo aussi. Oui. Puis, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais refaire éventuellement? C'est une bonne question. Tu sais, j'avais beaucoup travaillé sur Assassin's Creed Unity. Quand je dis beaucoup travaillé, ça a duré quand même 1 an et demi. Qu'est-ce que tu faisais, mettons, quotidiennement? C'était quoi ta journée quand tu travaillais sur ce projet? Ben, ça n'existe pas, la journée pour un consultant. Tu sais, ce que tu fais souvent, c'est que c'est très ponctuel. On dit, bon, ben, on aimerait savoir, par exemple, à quoi ressemblait le quartier latin entre telle année et telle année. Peux-tu nous sortir des plans d'archives, etc. OK. Puis ça peut être très ponctuel comme ça, ou d'autres fois, le gros du travail, ça a été des formations aux équipes de créatifs. Dans mon cas, c'était à Toronto, c'était en anglais, c'était une formation de 6h30 environ, où est-ce que là, il fallait que je leur donne tout le sentiment de comment la vie quotidienne se déroulait à Paris dans la seconde moitié du 18e et surtout pendant la Révolution. Puis là, ça te demande un travail énorme parce que tu arrives avec des gens qui ne sont pas historiens. Puis c'est là que tu te dis, on va essayer de leur donner un ressenti de 18e plus que de leur expliquer tout le 18e. Parce que c'est impossible. Tu sais, juste en 6 heures, je commence à mettre en place la trame politique. Je n'ai pas parlé de la vie quotidienne, mais c'est là que tu te dis, je leur montre des images, je leur parle des sensations, des corps, de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, comment on dort, où est-ce qu'on fait caca, où est-ce qu'on fait pipi. Tu sais, cette espèce de logique corporelle, émotive, sensible, qu'eux vont peut-être être capables de traduire, mais encore là, entre ce que je dis, ce que je pense dire, ce qu'ils comprennent puis ce qu'ils pensent comprendre, ça peut être une mesure. Mais ça a été super le fun, mais je t'avoue que ça, je l'ai fait. Je suis pas sûr que ça me tenterait de le refaire parce que j'ai envie d'explorer d'autres avenues. Comme? Je le sais pas. Je le sais pas. Écoute, il y a 10 ans, je savais pas que YouTube allait transformer ma pratique ou changer ma manière de dire et d'expliquer, de faire du transfert de connaissances. Comme dans 10 ans, je ne sais pas ce que ça va être. Tu sais, il y a 5-6 ans, on parlait beaucoup de réalité virtuelle. On n'en parle plus beaucoup, là. Comme si tout d'un coup, c'était de côté. Ou du moins, ce n'était pas un système qui permet de transférer. Il y a beaucoup de gens là, qui parlent beaucoup de TikTok. Quand je dis beaucoup, tout le monde est sur TikTok. J'essaye de le faire, mais je t'avoue que je suis moins à l'aise avec ça. C'est l'acte de contrition de faire 1 minute ou 3 minutes. Tandis que ce qui me plaît sur YouTube, c'est de faire le temps que je veux. Puis là, si j'ai envie de faire 7 heures, je peux faire 7 heures. Je t'entendais dire dans une entrevue qu'au début, tu essayais d'être très concis, Ouais. puis de faire des vidéos de 15-20 minutes. Ouais. Puis que là, maintenant, ça peut aller à 40-50 minutes, c'est ça? Oui. Ben, tu sais, c'est que j'essaye quand même de rester entre 10 et 25 minutes pour les vidéos normales. Mais quand certaines méritent d'être plus longues, j'y vais. Mais tu sais, je me donne comme modèle de faire une série par année. La première année, ça a été sur la Révolution française. La deuxième année, sur la Première Guerre mondiale. La troisième année, sur la Seconde Guerre mondiale. Là, j'ai atteint 7 épisodes d'1 heure chacun. Aïe. Fait que 7 heures. Je prends un petit break parce que c'est énormément demandant. C'est clair. Puis, tu sais, surtout, c'est que ce que les gens voient pas, c'est qu'il n'y a personne derrière la caméra, il n'y a personne derrière le micro, il n'y a personne derrière les éclairages. Je pars ma caméra, puis je parle à du vide, à une lentille pendant 7 heures. Aïe. Fait que, puis après ça, c'est moi qui recoupe les vidéos, c'est moi qui mets les images. Tu fais le montage Oui, et tout? oui, OK. ben oui, parce que comme ça, quand je parle, je sais très bien ce que je vais garder, ce que je C'est ne garderai vrai. pas. Sauf que des fois, je m'accroche, puis je dis pas la bonne date, je prononce mal le nom ou le mot ou quoi que ce soit, puis tu peux être sûr que tu as tout le temps du monde pour te dire « Hey, vous êtes trompé! » Oui, en effet, je me suis trompé, en effet. Donc, la seule fois que je me suis trompé invalide la totalité de mon travail, monsieur. Vous avez raison, j'annule tout. Bon. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné... Mais il y en a qui le disent très gentiment. Tu sais, c'est toujours dans la manière dont tu le dis, ça. Mais quoi que tu dises, quoi que tu fasses, il y a des gens qui veulent te pogner. Fait que, Puis au début, je pense que c'est 2017. Ouais. C'est ça? fin 2017, la première vidéo, c'était en 2018. Ouais. Parce que je me rappelle du début. J'avais été témoin de ça, fait que j'étais déjà en histoire, donc ouais. Okay. Je me restitue, là, je déménageais. Là. OK, bon. Est-ce que tu avais déjà beaucoup de... Est-ce que c'est un travail que tu faisais très solo ou tu avais déjà des étudiants recherchistes avec j'étais toi? toujours solo. Ouais, hein? Ça s'est fait graduellement. Oui, puis surtout, c'est que les étudiants recherchistes, comme tu dis, c'est des gens qui écrivent des textes, puis ils sont cités, ils ont les crédits, ils ont le... Tu sais, il y a la page IMDb maintenant de la chaîne, puis on voit leur nom partout pour bien dire que c'est eux qui ont écrit les textes. Mais c'est parce qu'il y en a des fois qui finissent leur maîtrise, leur doc, puis qui ne veulent pas nécessairement entrer dans l'enseignement, puis qui veulent faire de la vulgarisation. Mm-hmm. Fait que
c'est une voie pour leur expliquer comment on écrit des textes, comment tu travailles, comment tu le fais. Puis de le voir aussi. Moi, écoute, la première fois que je l'ai fait, j'avais écrit un texte pour un YouTuber français qui est Benjamin Briot, qui est devenu un ami depuis. Puis quand tu vois ton texte arriver en image, tu fais « OK, c'est ça ». Puis peu à peu, tu te rends compte que ça se peut, mais ça se fait... Tu sais, YouTube, c'est pas un 100 mètres, là, c'est un marathon. Tu commences maintenant, tu vas commencer à avoir de l'amplitude dans 2-3 ans. Si tu lâches pas. Si tu lâches pas, puis si tu es régulier, mais régulier, ça veut pas dire une vidéo par semaine, ça veut juste dire... Comment dire? Tu n'es pas obligé de faire ça 100% de ton temps. Mais moi, c'est que je croise aussi les cours que j'enseigne avec ça. C'est sûr. Par exemple, j'enseigne un cours sur les guerres de religion, puis je leur dis, bon, ben en complément, vous allez voir la vidéo sur la Saint-Barthélemy. Comme ça, c'est fait. Puis c'est pas que ça me permet de ne pas parler de ça, ça me permet au contraire de parler d'autres choses et de complémentariser, disons, avec d'autres événements, d'autres éléments. Puis ça me force aussi à renouveler mes cours d'une certaine manière, parce qu'une fois qu'une vidéo est transformée, un texte est transformé en vidéo, ben là, il faut que je fasse autre chose. Puis ça rentre dans ta mission aussi de faire ressentir l'histoire. Oui aussi, parce que tu sais, c'est qu'une des choses, tu parlais de la création tantôt, une des choses qui est fondamentale, c'est le montage. Puis le montage, je ne sais pas si tu regardes mes vidéos, mais tu m'as dit oui, mais il se passe quelque chose à peu près aux 5 secondes. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, il se passe quelque chose. 1, 2, 3, 4, 5, il se passe quelque chose. Il y a une musique de fond, j'accélère, je ralentis, je mets des intertitres, il y a un rythme. Puis le rythme, tu le contrôles par le récit, puis la mise en récit, en l'occurrence, c'est le montage. Fait que j'ai appris le langage du montage. Ça m'est arrivé quelquefois de faire monter certaines de mes vidéos, puis c'est pas du tout le même langage. Mm-hmm. Puis c'est là que je fais comme, hey, je suis pas à l'aise, là. Puis je dis, là, t'aurais pu laisser un petit vide, Tu sais, c'est... Fait que c'est arrivé que tu confies ça à quelqu'un, puis Oui. que tu l'as repris après, là. Non, que j'ai pas repris après. Non, mais je veux dire, Mais, t'as repris les rênes un peu du montage de la chaîne en général, par exemple. Ben, ça dépend de certaines, tu vois. Il y en a... Je travaille beaucoup avec Jean-François Blais, qui, il y a le podcast 104 Histoires de la Nouvelle-France. Ça fait très longtemps qu'il faisait ça. Il est excellent en montage. Il est plus fort que moi, vraiment. Là. Lui, c'est des affaires, des trucs. Non, vraiment. Mais tu vois, quand c'est des vidéos qui me tiennent à cœur, des textes qui me tiennent à cœur, il faut que ce soit moi. Tu sais, la Seconde Guerre mondiale, avec qui j'ai travaillé beaucoup avec Carl Pépin, avec qui j'avais fait mon bac, justement, c'est lui qui a écrit les 2 dernières séries sur la Première puis la Seconde Guerre mondiale. Il fait un travail de fou, mais de fou. Tu sais, écrire quand même 7 heures de vidéo. Puis à la suite de quoi, moi, je monte. Mais tu sais, c'est pour 1 heure de vidéo, c'est 1h45, 2 heures de rush. Ça veut dire que c'est gros, tu redécoupes. En tout cas, fait que c'est un travail de fou, c'est vrai. Mais tu sais, je me dis aussi, ça peut servir si un prof qui a à faire étudier la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est pas résumé, je le sais. Puis il y a des gens même, écoute, même après, avec 7 heures, il y a des gens qui me disent « Vous n'avez pas parlé de ça, vous n'avez pas parlé de ça, vous n'avez pas parlé de ça. » Je fais « Oui. » Puis là, des fois, comme je suis un peu passé agressif, je réponds, je fais « Mais j'ai bien hâte de voir votre vidéo sur le sujet. » Parce qu'à un moment donné, tu fais « Ça se passera pas, je peux pas parler de tout, c'est impossible. » Puis le but, c'est d'offrir un sens qui soit cohérent par rapport aux propos que tu t'es donné. Puis tu vois, ce qu'on a décidé de faire avec Carl pour les 2 guerres, c'est de prendre une vidéo par année. Puis d'essayer de voir les différents théâtres plutôt que de faire uniquement sur le théâtre européen, qui est beaucoup mis de l'avant dans l'histoire, aller en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, sur le fleuve Saint-Laurent, voir ce qui se passe à un moment-là, la bataille de l'Atlantique, etc. Mais tu sais, essayer de recontextualiser pour montrer aussi à quel point il y avait des événements qui se passaient au même moment. C'est un peu ça aussi qu'on a voulu faire. Puis, j'ai vu aussi sur le site du Centre interuniversitaire d'études québécoises que tu avais un projet d'intégrer l'histoire du Québec à l'Histoire nous le dira. Il est fini, ce projet-là. Oui, ça a été pendant la pandémie, en fait. C'était beaucoup avec Myriam Wojcik, avec qui j'ai travaillé sur Québec, à Télé-Québec, la télésérie qui était animée par Noémie Mercier. Elle a écrit une dizaine de scripts pour ce qu'on a appelé l'Histoire nous le dira jeunesse. Un sur le crash de 29 au Québec, une sur la rébellion des Patriotes. Écoute, une autre, c'était sur la prise de Québec par les frères Kirk. C'est du 8 minutes serré, prévu pour les écoles, accessible. Fait que, allez-y, c'est parti. Il y en a une sur la conscription. Tu sais, c'était vraiment pour des petits tapas faits pour les écoles. Fait que c'était ça le projet de recherche. Puis ça a bien marché parce qu'il y a beaucoup d'écoles
qui présentait les capsules dans les classes ou qui les donnait à regarder aux étudiants. Fait que, puis en plus, c'est qu'on dit, si vous voulez en savoir plus, voici les livres, etc. Ben oui. Moi, quand j'étais au secondaire, j'étais de l'école de Jacques Lacourcière. Oui. On l'écoutait vraiment beaucoup, là, quasiment à tous les cours. Pour vrai, nos profs, ils l'appuyaient vraiment souvent. Puis, mais je me demandais comment toi, tu te sens, mettons, d'être dans cette posture-là, d'être souvent le premier contact avec l'histoire pour les jeunes ou quand les professeurs, tu sais, ils font rechercher plus, ils réfèrent à tes vidéos et tout. Est-ce que tu sens comme une responsabilité? Ben, je sais pas si je suis le premier contact. Tu sais, il y a... Un des, peut-être. Oui, parce que le public auquel je m'adresse, c'est l'erreur que beaucoup de gens font quand ils partent des trucs comme ça, c'est de se dire on va parler à tout le monde. On va s'adresser à tout le monde. Puis moi, je me suis dit non, je vais m'adresser à des gens qui veulent un niveau universitaire, c'est tout. Puis je ne vais pas faire de compromis là-dessus. Bon, il y a la série dont je te parlais, le côté jeunesse. Ouais. Mais sinon, en tout cas, je ne sais pas si je suis le premier contact. Par rapport à la responsabilité, tu sais, c'est le même code déontologique de l'historien en moi qui parle. Mais bien honnêtement, je le sais pas. Je le sais pas. Je suis un peu... Puis d'autant plus, tu sais, je suis tout seul dans ma maison à enregistrer mes affaires. Je suis tout seul à faire mon montage. Puis là, je mets, OK, c'est parti, c'est en ligne. Je regarde les statistiques durant les 2 premières heures pour voir si ça marche. Après ça, je m'en vais. Je vais voir les commentaires un petit peu. C'est très intangible. Tu sais, quand tu dis les chiffres tantôt, j'ai pas 300 000 personnes devant moi. Ça n'existe pas, ça. Puis il y a beaucoup de gens qui s'abonnent puis qui regardent les vidéos une fois, puis après, c'est fini. Fait que j'essaie d'avoir un rapport plus critique par rapport à ça. 1, pour pas avoir la grosse tête. Puis 2, tu sais, se dire, je fais ça parce que j'aime ça aussi, beaucoup plus. Puis c'est trippant. Là, je t'avoue que je suis un peu fatigué. J'en ai fait beaucoup. Mon corps me dit de ralentir. Fait que je l'écoute en ce moment. Tu fais bien. Qu'est-ce que tu as fait, par exemple, récemment? Tu veux dire en général? Oui, ou, pour être épuisé en ce moment, mettons. C'est que j'ai fait toutes les vidéos jusqu'au mois de décembre. OK. Fait que tout est prêt, tout le programme est prêt. Puis tu vas être motivé, je commencerai le programme pour janvier, mais j'ai pas envie. Ah ouais, tout est fait d'avance à ce point-là. Oui, cool. Et tout est fait d'avance, puis travailler, puis je regarde aussi, ça fonctionne, des fois je la monte, je re-regarde après, puis je fais, il y a quelques erreurs ici. Tu les laisses se déposer aussi, parfois. Mais tu sais, une fois que j'ai mis tout mon matériel, j'en enregistre 3-4, là. Sinon, ça vaut pas la peine. Ça me prend quand même 1h30 à tout placer. Je déplace les affaires dans mon salon. Je pose ma caméra, mes lumières, mon micro, mes panneaux de son. Après ça, je mets ma lumière en arrière. Je bloque toute la lumière extérieure. Pas le droit de faire de bruit dans la maison. Oh my God, c'est clair. Mais ça doit tellement être le fun en même temps, justement parce que tu es solo. Oui, mais à un moment donné, tu sais, c'est le fun d'être en gang. Ben oui. C'est... Tu sais, justement, la télésérie Québec, là, à laquelle je participe, c'est sûr que c'est super, j'adore ça, t'es en gang, mais c'est pas toi qui contrôle ce qui va sortir. Fait qu'il dit, là, t'étais bon, je vais prendre une petite cote d'1 minute, puis là, je vais rajouter telle affaire, tandis que là, c'est moi qui contrôle le sujet de A à Z. Mais aussi, c'est ça le plaisir des podcasts. Tu sais, tu te dis, moi, j'aurais envie d'en prendre plus. Puis ça m'hallucine, tu sais, le podcast que j'ai enregistré avec Jay du Temple, j'avais vraiment fermé mon cellulaire, j'avais enlevé ma montre, c'était comme, on est dans une bulle. Puis au bout de 3h30, je pense, il ferme les micros, puis je dis, personne ne va écouter ça. Il dit, tu serais surpris. Puis même moi, je te dirais, c'est la vidéo la plus regardée sur ma chaîne, c'est l'histoire de la Révolution française, qui fait 2h47. Oh mon Dieu, OK, ah ouais. Puis on est rendu, quand je dis on, je vais dire parce que là-dessus, personne qui m'a aidé, j'ai tout fait. est rendu à 3 millions quand même. Puis les gens écoutent en moyenne 1h12 de la vidéo. Fait que tu sais, c'est un peu moins de 50%, mais ça reste quand même 1h12, là. Puis ça monte. Puis la vidéo que j'ai écrite pour Benjamin, qu'on a faite, qui est un carton monumental, c'est le sexe au Moyen-Âge. J'ai rendu à 6,5 millions. Mais ça, c'est pas sur ma chaîne. Maudit, j'avais reçu, je l'ai mis sur ma chaîne. C'était sur la sienne, tu sais. Mais en même temps, ces vidéos-là m'amènent beaucoup d'abonnés parce qu'elles regardent énormément, puis ça roule. Puis une fois que tu fais une vidéo un peu virale, ta chaîne remonte dans les algorithmes. Mais je m'accroche jamais en me disant « Hey, celle-là va marcher. Hey, celle-là va marcher. » Je fais des vidéos, je sais qu'ils ne marcheront pas. Mais je m'en fous. Je veux que ces vidéos-là existent parce que je trouve qu'ils ont une importance puis une fonction sociale. Même pour toi aussi, pour ton raisonnement, pour... Oui, mais même au-delà de ça, tu sais, c'est que les gens, ils peuvent aller prendre un livre puis lire là-dessus. Tu sais, je vais en sortir une sur la présence française avant la Nouvelle-France au Canada
mais la présence française au Brésil et en Floride. Parce que les gens oublient souvent qu'il y a eu 2 tentatives. Puis je commence sur la joke qui disait, quand Robert Charlebois chantait Jacques Cartier, Cartier, si tu avais navigué à l'envers de l'hiver, on aurait aujourd'hui la rue Sherbrooke avec des cocotiers. Mais ils ont navigué à l'envers de l'hiver. On a eu une colonie, quand je dis on, c'est la France. La France a eu une colonie à Buenos Aires, Rio, pardon, et il y a eu une colonie en Floride. C'est juste qu'ils se sont fait ramasser dans le premier cas par les Portugais, puis ensuite par les Espagnols. Mais tu vois, ça ne marchera pas, cette vidéo-là. Puis j'en ai fait une autre sur un antiquisant renaissant, un dude qui, lui, tripait à faire revivre la gymnastique antique. Puis il a écrit un livre là-dessus. Fait que ça marchera pas, mon affaire. Mais c'est pas grave. Parce que je trouve que les quelques personnes qu'elle va toucher, ça va être important. Tu sais, il y a un autre avec qui je travaille beaucoup, c'est Patrick Damien, qui est un réalisateur qui a aussi beaucoup écrit, qui, lui, me fait des trucs pour la science-fiction. Il a écrit une vidéo sur les effets spéciaux après Star Wars. La vidéo a bien marché. Puis là, dernièrement, on en a sorti une sur Star Trek. Je ne suis pas plus fan que ça que Star Trek. J'aime ça, mais pas à ce point-là. Puis je me suis dit, bon, elle marchera, la vidéo. Puis c'est pas grave. Puis c'est le fun de faire ça. Puis il fait plein de liens avec le contexte américain des années 20. Mais la vidéo a quand même fait 50 000 vues. Puis une autre qui avait écrit avant ça, c'était tiré de son mémoire de maîtrise, Patrick. Puis c'est là que tu vois que tu peux avoir un canal. C'est sur Marshall McLuhan, le sociologue. Okay. The medium is the message. Le médium, c'est le message. Ou le village global, d'où ça vient, ça. Puis j'ai sorti la vidéo, puis je me suis dit, ça ne marchera pas. Mais c'est pas grave parce que le texte est bon, puis il faut que ça existe. Puis c'est ça, tu sais, c'est que le fait d'avoir ma job à l'université, ça me dédouane de faire des vidéos qui marchent systématiquement. Tu sais, des vidéastes français en histoire sont tenus à ce que ça marche, sinon leurs revenus descendent. Moi, écoute, la moitié de mes vidéos soit sont démonétisées parce que je parle de sexe, parce que je parle de guerre. Oh oui, ils démonétisent systématiquement. La Révolution française, complètement démonétisée parce que j'utilise des extraits trop longs du film La Révolution. Fait qu'en gros, s'il y a des gens qui voient de la publicité, dites-vous que ça va à ceux qui ont produit le film La Révolution et pas à moi, même si j'ai fait 3 millions d'écoutes. Oui, c'est ça. Mais ça ne me dérange pas. J'en ai fait une dernièrement sur les menstruations au Québec. Puis la vidéo a été taxée 18 ans et plus. C'est donc, vrai. Du coup, il y a beaucoup moins de gens qui la regardent. Mais c'est pas grave. Il faut que ça existe. Bien, tout le monde sait que les femmes, on est juste menstruées à 18 ans. Oui, c'est ça. C'est un classique. Tout le monde sait ça, je veux dire. Puis, en finissant, mon Dieu, il nous reste quasiment juste 5 minutes. Quand on te voit aller dans les médias, la manière dont tu parles aussi dans les colloques, le type de communication que tu peux faire et tout, moi, récemment, j'ai lu en fait le livre Le discours de Suède d'Albert Camus. Mm-hmm. Puis, il pose la question, l'art est-il une réjouissance solitaire? Puis, moi, quand je te regarde aller, je me dis, le savoir est-il une réjouissance solitaire? Puis, tu sais, Camus, il va dire, admettons, la fonction de l'artiste, c'est d'être solitaire et solidaire. Puis je trouve que dans ta manière d'approcher l'histoire, c'est un peu comme l'historien, ça doit être à la fois solitaire quand il recherche et tout, mais aussi solidaire en termes de qu'il doit partager l'espèce de réjouissance de l'histoire au plus grand nombre. Là, je suis vraiment perdue dans ma tête. Non, c'est une très belle idée. C'est une très, très belle idée. Mais je fais un parallèle vraiment facile. Ça sous-entend que tu as deux versions au travail de l'historien qui n'est pas nécessairement fait pour tout le monde. Tu sais, j'avais organisé une conférence sur les historiens dans l'espace public, puis c'était Éric Bédard qui avait dit à juste titre, il dit, c'est pas tout le monde qui a envie de parler à tout le monde. Effectivement. Il y a des gens qui sont très, très bons juste pour être des chercheurs, puis c'est correct comme ça. Sauf que moi, ce que je pense, puis c'est à quoi je crois, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de dire des choses, puis qui se disent, c'est quoi les canaux? Puis aujourd'hui, tu n'as jamais eu autant de canaux que ça. Quand j'étais au bac, j'allais voir justement Claire Dolan, puis je disais, je veux parler des choses à dire. Elle dit, qu'est-ce que tu as à dire? En voulant dire, commence par faire des recherches, après on s'en reparlera. Donc, on fait tes classes. Mais quand même, je regarde plein de vidéastes français, des youtubeurs en histoire. Ils n'ont pas fait d'école d'histoire, ils n'ont pas fait de bac, mais ils ont une envie. Tu sais, des passionnés d'histoire. Ouais. Fait que ça se fait. Fait que ce que tu fais en ce moment, ce que d'autres font, puis j'en appelle à ceux qui veulent faire des chaînes YouTube, faites-le. Parce qu'il y a un appel en ce moment à la connaissance. Tu sais, on dit depuis des années que la télé est en train de mourir.
passer par ce système-là. Vous pouvez le faire, pognez votre téléphone intelligent, filmez-vous, il suffit d'avoir un bon son, mettez vos écouteurs, puis let's go, on part, tout s'apprend. Puis sincèrement, moi, j'ai appris à faire du montage avec des tutoriels YouTube. Adobe Premiere, How to, puis c'est parti. Puis j'en ai regardé beaucoup, puis j'ai fait « OK, il fait ça, OK, il fait ça ». Puis je regarde les autres, puis je fais « OK, il coupe ici, il laisse un peu de son, après il remet l'image, il fait une surimpression. Ah, » Tu sais, c'est du travail, mais quand tu aimes ça, tu t'en rends plus compte. Il y a tellement autant de sujets qu'il y a d'humains aussi. Là. Oui. Je dirais, mettons, moi, je décide de me partir un balado. Puis là, ce que ça donne finalement, c'est qu'on parle souvent de la carrière des gens, on fait des genres de rétrospectives, mais ça s'est dessiné comme graduellement. Mais tu sais, si n'importe qui d'autre aurait pu partir à la base d'un podcast aussi avec la même formation que j'ai eue, puis créer un contenu 100% différent. Ben oui, mais c'est ça le plaisir. Il y a pas de c'est ça. Ouais. Quand tu es moindrement créateur et inspiré ou passionné, ça se fait. Mais il faut le faire. C'est comme quand tu fais une thérapie. Le plus dur, c'est de franchir le pas. C'est d'ouvrir la porte ou d'appeler quelqu'un pour dire « j'ai besoin de voir quelqu'un ». De la même manière, de se dire « OK, j'ouvre une chaîne ». Puis ça va être difficile, ça va être compliqué. Puis tu vas dire « ça sert à rien ». Ça débloque pas. Puis à un moment donné, oh, il y a une petite lumière. Oh, puis, c'est déjà parti. Puis c'est une petite lumière. Tu sais, il faut y croire. Tu sais, mon père m'avait toujours dit quand j'ai commencé ma thèse, puis je pense que ça vaut sur beaucoup de choses, il m'avait dit « Laurent, le doctorat, c'est pas une épreuve d'intelligence. » Beaucoup de gens auraient c'est une épreuve d'intelligence. C'est une épreuve de persévérance. Ouais, c'est un cardio, c'est ça, c'est un marathon. Ouais. Fait que YouTube, thèse de doc, c'est pas la même chose, là, ça, je le sais. Mais tu sais, c'est la même fonction, c'est un marathon. Tu travailles sur le long terme. Hey, il faut déjà qu'on s'arrête. Et... Mais merci beaucoup. Ça a été un plaisir. C'était vraiment le fun, c'était relax, c'était super agréable. Merci beaucoup, Laurent. Merci à toi. Je remercie les partenaires du podcast et je pense tout d'abord au café YoEco qui nous fournit gentiment un café Third Wave à chaque épisode du podcast. YoEco est un espresso bar de troisième vague situé dans le quartier Ville-et-Mort dans le sud-ouest de Montréal et il garde un inventaire de café produit par des torréfacteurs locaux. Je vous encourage fortement à aller y faire un tour. Vous allez voir que le personnel est particulièrement attentionné et sympathique et surtout, c'est un café qui est dog-friendly. Je tiens également à remercier les éditions du Septentrion qui supportent le podcast en facilitant les communications auprès de certains auteurs et de certaines autrices que je cherche à rejoindre. La maison d'édition a aussi l'aimabilité de me partager quelques livres lorsque je reçois l'un de leurs auteurs ou l'une de leurs autrices, ce qui me permet de significativement mieux comprendre les sujets de prédilection de mes invités. Enfin, je tiens également à remercier tous ceux et celles qui se sont déjà abonnés à la page Patreon du podcast. Patreon, c'est une plateforme de sociofinancement qui fonctionne par abonnement mensuel. Donc, c'est libre à vous de décider du montant de votre contribution. Puis, j'ai programmé la plateforme pour différents montants, donc n'hésitez pas à supporter le projet en fonction de votre budget. Sincèrement, c'est vraiment le moyen le plus direct de supporter le projet parce que 100% des revenus qui sont générés par la page Patreon sont investis en frais de studio, en logiciels informatiques nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement du podcast.